L'histoire de Venise commence il y a plus de 1000 ans, au milieu d'une vaste étendue d'eau au nord de l'Italie sur la côte adriatique. « 50 km de long et 10 km de large, voici la lagune. Elle est composée d'eau saumâtre, de sable et de boue. Le fond est peu profond et traversé par d'innombrables canaux. Bref, c'est un terrain hostile à la présence humaine qui n'intéresse pas grand monde. Mais tout change au 5e siècle quand l'Europe est mise à feu et à sang par des hordes de barbares. Les habitants de la côte trouvent refuge dans la lagune. La lagune constituait une défense naturelle. Il était très difficile pour les ennemis d'y naviguer. Seuls les habitants connaissaient les canaux. Et il n'y avait pas besoin de murs pour se protéger. C'était un grand avantage. Premier paradoxe, les Vénitiens qui vont conquérir le monde commencent leur histoire comme des réfugiés, au milieu de nulle part et sans eau potable. Pour construire leur première maison, ils utilisent ce qu'ils trouvent sur place. On a quelques images d'une hypothèse de comment est-ce que pouvait être l'île de Rialto. Rialto était le centre de la ville avec des cabanes vraiment en bois et paille sur le toit. Les constructions de la Venise ancienne ont débuté sur les endroits les plus consolidés. Par exemple, Rialto, ça vient de Rivo Alto. C'était une rive haute, solide. Dorso Duro vient du fait que c'était un morceau de terre plus dur, en forme de dos. C'est sur ces endroits que la ville s'est construite dans un premier temps. Mais on est encore loin de la Sérénissime que l'on connaît aujourd'hui. Il faudra encore quelques siècles pour que les petites huttes en bois fassent place à l'imposant pont du Rialto et au palais qui l'entoure. Les premiers Vénitiens évoluent sur de petites îles séparées par l'eau. Chacune d'entre elles est un petit village conçu sur un même modèle. Une place, des habitations autour et au milieu, l'église. Cela explique pourquoi nous avons autant d'églises et de petites places. Ce sont les centres de ces anciennes micro-villes. Et au fil des siècles, ces îles seront unies par de nombreux ponts improvisés, parfois construits de travers. Mais dès le 7e siècle, les Vénitiens commencent à manquer de place. La solution, fabriquer de nouvelles surfaces artificielles sur l'eau. Mais construire sur le sol de la lagune est tout sauf simple. Son fond est fait de sédiments, de boue et traversé par de nombreux courants. Bref, un sol en mouvement permanent. Nous sommes dans un environnement entre terre et mer, d'un point de vue géologique. Nous avons une discontinuité d'éléments. D'un côté, les fleuves nous ramènent du sable depuis la terre ferme. Ils forment un certain type de sol. Là où nous avons des roseaux, nous avons un sol fait de tourbe qui n'est pas du tout de la même densité. Venise même est née sur cette multitude de strates géologiques, de nature et de solidité très diverses, et ça a créé des problèmes. Quand aujourd'hui nous voyons un clocher qui penche, cela veut dire qu'il repose sur différentes strates, d'une solidité différente. Résultat, le clocher s'incline. Les clochers vénitiens s'inclinent, mais ils ne s'effondrent pas. Alors quel est le tour de force que les Vénitiens ont réussi? Comment sont-ils parvenus à rendre le sol plus solide? Le secret des constructeurs, de simples pieux de bois. Ils vont être enfoncés par centaines de milliers dans le fond de la lagune. Et miracle, les constructeurs découvrent sous le sable une couche d'argile, le Caranto. Elle se trouve à une profondeur de 3 à 8 mètres sous le niveau de l'eau. Il faut que les pieux l'atteignent et s'y enfoncent pour permettre la stabilisation du terrain. Stabiliser le terrain, cela veut dire circonscrire une zone déterminée avec des pieux.
Si je prends des pieux et que je les enfonce dans la boue et que j'arrose tout ça d'eau, cette terre entre les pieux va se compacter et rester plus solide que celle qui est en dehors de ce périmètre. Elle est tenue par ces pieux qui l'empêchent de sortir. C'est ça le principe de la stabilisation du sol. Du sable de la lagune enfermé par des pieux de bois, c'est de cette manière-là que les Vénitiens créent des surfaces artificielles qui permettent à la ville de s'étendre. Et les constructeurs vont faire une découverte stupéfiante. Le bois enfoncé dans la boue ne se dégrade pas. Les pieux en bois se conservent très bien dans la boue, car ils sont dans un environnement sans oxygène. Les microbes et les bactéries dangereuses pour le bois n'arrivent pas à les atteindre. Le bois subit un processus de minéralisation. Il devient dur comme de la pierre et peut rester intact pendant des siècles. Sur les terrains ainsi consolidés naîtront les plus célèbres monuments vénitiens. La place Saint-Marc avec son campanile qui lui seul repose sur 100 000 pieux. Les fondations du pont du Rialto, 12 000 pieux. Et plus impressionnant encore, la très imposante église des La Salute, tout en pierre et en marbre, plus d'1 million de pieux. Des chiffres vertigineux. On compte aujourd'hui 8 à 10 pieux de bois par mètre carré. La ville a été créée sur ces pieux. Et on peut même dire que c'est une sorte de forêt à l'envers. Ils remplissent aujourd'hui la fonction de véritables racines, et il y en a un nombre incroyable. On estime qu'en tout, 10 millions de pieux ont été enfoncés dans les sables de la lagune, l'équivalent d'un tiers de la forêt des Landes. Ce sont surtout des chênes et des mélèzes réputés très solides qui ont été acheminés des côtes voisines. Pour stabiliser leur terrain et supporter le poids des palais, les Vénitiens n'ont pas lésiné sur les moyens. Une étude montre que les fondations absorbent la moitié du coût du bâtiment. Cela signifie que la partie émergée coûte autant que la partie immergée. Les 400 palazzi de la ville reposent tous sur ces fondations uniques. Construits à partir du XIe siècle, ce sont de véritables superstructures de leur temps. Pour faire tenir ces palais dans un environnement instable et mouvant, les constructeurs vont déployer tout leur génie. Car leur défi est triple: protéger les bâtiments de l'eau salée des marais, construire des structures les plus légères possibles sur un sol sablonneux et tenir compte des mouvements du fond de la lagune. Voici l'idée géniale qui a été trouvée. Sur les pieux, les architectes vénitiens posent une première strate de plateaux en bois pour unifier le sol. Puis viennent plusieurs strates de briques et par-dessus une pierre blanche spéciale importée des Côtes d'Almate, la pierre d'Istrie. C'est le premier rempart contre le mouvement des marées. Cette pierre fait l'interface entre l'eau et l'air. Elle est très résistante à l'eau salée car elle est imperméable. Résistante et imperméable, la pierre d'Istrie est une véritable ceinture de protection. Elle supporte sans problème le va-et-vient de l'eau salée. Son épaisseur est calculée en fonction de la hauteur des marées et empêche ainsi l'eau d'atteindre les murs porteurs faits de briques plus légères. La règle à l'époque, ne pas dépasser les 3 étages. Les constructeurs savaient qu'ils ne pouvaient pas envisager de construction trop lourde, car le sol était boueux, mouvant et qu'il risquait de s'affaisser. C'était dangereux pour les bâtiments.
Des colonnes fines et de grandes fenêtres. Le souci du poids inspire aux architectes un style unique, élégant et tout en dentelle, le style typiquement vénitien. Reste maintenant à trouver un moyen pour que le bâtiment soit aussi capable d'encaisser les mouvements du sol instable de la lagune. Les mouvements de l'eau, mais les mouvements de la terre sont variables. Donc, il faut que le bâtiment ne soit pas rigide. Là aussi, les Vénitiens vont trouver des astuces en utilisant des matériaux à leur disposition, notamment la chaux. Elle servira pour assembler les briques des murs. Son avantage, elle remplit la fonction du ciment tout en restant élastique. La chaux, c'est probablement le matériel le plus important qui permet de, encore une fois, de s'adapter. Ce n'est pas le ciment rigide, mais c'est quelque chose qui s'adapte. L'objectif, c'était toujours de construire, de réaliser ce qu'on avait en tête de réaliser, mais capable de bouger dans le temps. Deuxième exemple, les planchers entre les étages. Ils sont en bois, matériaux souples et capables de se transformer. Et pour assurer la flexibilité des murs et des planchers, les constructeurs inventent encore une autre astuce. Les poutres étaient appuyées sur les murs, mais de façon de pouvoir bouger toujours. Flexible, élastique et adaptable, le bâtiment vénitien est comme un organisme vivant qui se déforme au gré de son sol instable. Aujourd'hui, les palazzi portent les stigmates du temps. Certains balcons sont gondolés. Parfois, des fissures apparaissent à l'intérieur des bâtiments. Il y a eu un peu d'affaissement. Les façades se sont déformées et se sont légèrement inclinées. Mais jamais aucun palais ne s'est effondré à Venise. Les ingénieurs vénitiens ont si bien conçu leurs bâtisses qu'elles peuvent même absorber les chocs des tremblements de terre fréquents dans la région. Mon beau-père m'a raconté que Venise a ressenti les chocs du grand tremblement de terre survenu dans le Frioul dans les années 70 de manière très violente. Dans notre palais, il y a de grandes fenêtres en arc de 4 ou 5 mètres de hauteur avec des vitraux. Mon beau-père m'a dit que lors des secousses, ces fenêtres avaient tout simplement bougé, comme les voiles d'un bateau, pour revenir ensuite à leur place. Pas un seul des petits morceaux de verre n'est tombé.